Aujourd'hui, on est toujours confinés, on est toujours à l'intérieur, mais parfois l'intérieur, ça ressemble au dedans. En tout cas, dedans, dehors, on va commencer par là, on va commencer par Benjamin, on va continuer, et on sait pas où on va. Benjamin, je vous en ai déjà parlé, et c'est surtout en fait ce bouquin-là auquel je pense. Enfance berlinoise autour de 1900, traduction Nadeau, je crois. On a perdu traduction Jean Lacoste, édition Nadeau. On a perdu Nadeau il n'y a pas si longtemps. C'est toujours triste. Je crois que Jean Lacoste va bien. Je le connais pas. Et en tout cas, on est sur un passage, je crois que je l'avais un peu lu dans la vidéo que j'avais faite sur Benjamin. J'étais idiote, il aurait fallu faire plein de vidéos sur Enfance berlinoise. Je crois que c'est mon livre préféré, en tout cas. Là, on est dans un de mes passages préférés de toute la littérature, et je vais la lire en traduction, mais sans aucune vergogne, parce que la vergogne est un sentiment qui a disparu. Armoire, on est page 103, donc de cette édition, il y a plusieurs versions. Et on va le lire, et on va reprendre, ça nous parle du dedans, ça nous parle du dehors, et de leur réversibilité. La première armoire qui s'ouvrit lorsque je le désirais fut la commode. Je n'avais qu'à tirer sur le bouton, la porte s'ouvrit avec un déclic et venait vers moi. On gardait mon linge à l'intérieur. Mais au milieu de toutes mes chemises, mes culottes, mes gilets, qui doivent avoir été empilés là et dont je ne sais plus rien, il y avait quelque chose qui ne s'est pas perdu et qui redonne toujours à l'accès de cette armoire un aspect aventureux et séduisant. Il fallait que je me frayasse un chemin jusqu'au coin le plus reculé au fond. Je tombais alors sur mes chaussettes qui se trouvaient là, empilées et rangées à la manière traditionnelle, c'est-à-dire roulées et enveloppées de telle sorte que chaque paire avait l'aspect d'une petite bourse. Vous voyez ? Chaque. Comment on fait ? Aucun plaisir ne surpassait à mes yeux celui de plonger ma main aussi profondément que possible à l'intérieur. Et pas seulement à cause de la chaleur laineuse de cette petite bourse. C'était la chaussette du dedans que je tenais dans ma main à l'intérieur de la bourse qui m'attirait ainsi dans les profondeurs. Lorsque je l'avais étreinte avec mon poing et que je m'étais assuré de mon mieux de la possession de la molle masse de laine, commençait la seconde partie du jeu, qui devait se terminer par l'apparition bouleversante de la chaussette. Car maintenant, je voulais déployer la chaussette du dedans hors de sa bourse de laine. J'ai attiré un peu plus vers moi, jusqu'à ce que s'accomplisse le phénomène qui me plongeait dans la consternation. La chaussette du dedans était bien tout entière déroulée et sortie de la bourse. Mais celle-ci n'était plus là. Pas souvent assez à mon gré. Je pus ainsi faire l'expérience de cette vérité énigmatique, la forme et le contenu, l'enveloppe et l'enveloppé, la chaussette du dedans et la bourse sont une seule et même chose. Une seule chose, et une troisième aussi. Cette chaussette, fruit de leur métamorphose. Si je songe à la curiosité insatiable avec laquelle je provoquais ce miracle, je suis fort tentée de voir dans mon truc un pendant, un petit frère des contes. Eux aussi m'invitaient dans le monde des esprits et des sortilèges pour finalement me rendre immanquablement à la réalité nue qui m'accueillait pour me consoler comme une chaussette de laine. Des années passèrent, ma confiance dans la magie était déjà ébranlée, etc. Je veux rester sur les chaussettes. Restons au plus bas, restons au plus quotidien. La chaussette du dehors qui disparaît. Ou plutôt, qui faisait une bourse qui elle-même disparaît. Que se passe-t-il ? Tout une entrée à l'intérieur de la commode de l'armoire, avec déjà, évidemment, quelque chose d'extrêmement sensuel dans ce mouvement de pénétration, qui est complètement à mettre en parallèle avec un autre texte d'enfance berlinoise, hein, le garde-manger, qui est avant, je crois. Et c'est étonnant, là, en le feuilletant très très rapidement, je voyais qu'on avait en contigu ou à côté, ah bah non, il n'est pas avant, il a l'air d'être après. Non, il est avant. On a le garde-manger. Juste après, on a éveil du sexe, et ensuite, on a l'annonce d'une mort. C'est formidable, Benjamin. Bon, là, on a les armoires, et je ne lis pas tout le passage, mais armoire, c'est vraiment un passage important, parce que il est à la fois une initiation à la philosophie, à la sensualité, et à la lecture, puisqu'après, l'armoire dont il sera question est une armoire qui elle-même reproduit ce miracle du dedans et du dehors par le livre, et par le livre notamment Fantastique et le conte. Ce miracle du dedans qui se fait dehors, ou du dehors qui disparaît pour laisser voir ce qui était dedans et qui constituait le dehors, ça c'est un truc qui m'a pas mal turlupiné, comme on dit ces derniers temps,
et sur lequel j'ai toujours envie de revenir, non pas tellement ici pour parler de Benjamin, mais de cette espèce de tension qu'il y a actuellement entre dedans et dehors. Parce que de quoi il s'agit exactement? On a perdu, et je trouve qu'il serait bon de l'énoncer tel quel, une liberté constitutionnelle qui est celle de déplacement. On ne peut plus se déplacer comme on le veut, librement, sans attestation, à chaque fois je veux dire dérogation, comme si la sortie était exceptionnelle. Et les sorties sont exceptionnelles, je ne sors qu'exceptionnellement et très peu, et je ne vous appelle pas à ne pas respecter les règles sanitaires, mais je pense qu'il est bon de poser une perte de liberté qui renvoie au dedans. Mais le dedans, comme espace d'intériorité, on le sait déjà, c'est un espace qui est considéré comme privé, c'est-à-dire qu'il est privé de droit. Et les témoignages ne cessent de s'accumuler, le fait de sortir dehors, et notamment de sortir dehors en tant que femme, ne fait qu'accentuer des tensions, violences qui étaient déjà présentes, par exemple, le harcèlement de rue, comme il y a moins de meufs, et qu'il y a toujours des mecs dans la rue, même si on a moins, eh ben ils harcèlent plus. Bon, donc le dehors devient d'autant plus hostile. Mais ce qui se passe avec la peur d'une contamination virale, c'est que le dedans et le dehors, en même temps, s'entremêlent. Et qu'on a quelque chose qui n'est pas de l'ordre seulement donc d'une séparation nette entre sphère privée et sphère publique, ou espace public et espace domestique, et c'est très étonnant de considérer l'espace domestique comme un espace privé, en fait, hein, et non public, quoique, c'est que, bon, là, un des films qui était le plus conseillé en début de confinement, c'était Fenêtre sur Croc. Un film justement sur le regard et sur le fait de regarder le dedans des autres quand on est soi-même assigné à domicile. Donc le dedans devient un spectacle. Et le dedans se met en spectacle quand on regarde les posts Instagram de bouffe, de yoga ou de jolis intérieurs. Moi, évidemment, je ne suis pas en mesure de le faire. Qu'est-ce qui se passe encore? Le dehors devient plus hostile. Mais en fait, sur les quelques sorties que l'on peut avoir, le dehors se fait d'autant plus hostile que l'on ramène le dehors dedans. Et ça, c'est la peur de la contamination virale. Ça nous ramène à une histoire très longue qui est celle des métaphores épidémiologiques. Alors, j'ai vu que Mathilde Larère, je ne l'ai pas écouté, a fait un topo, je suis sûre qu'il est très bien, hein, sur les métaphores épidémiologiques pour parler de révolution. C'est quelque chose en fait qui est souvent plus large. C'est intéressant de parler de révolution en termes de maladies. Ça veut dire qu'il faut les éviter, ça veut dire qu'il faut les soigner, ça veut dire qu'il faut les prévenir, c'est-à-dire qu'on va avoir une prophylactique politique. Le pouvoir, Foucault, etc., ça se met en place. Renan, déjà, lui, utilisait les métaphores épidémiologiques et pour parler des modes de contexte révolutionnaire et de fièvre révolutionnaire, de ferveur révolutionnaire, mais aussi pour ce qui est pour lui une révolution tant philosophique que sociale, à savoir l'apparition du christianisme. Et les mots pour dire la diffusion du christianisme et la transformation des esprits sont des mots qui ont recours à la maladie. Donc la ferveur, on va avoir un rapport entre corps et esprit qui se retrouve non pas chamboulé mais exacerbé, parce que la tension de l'attente du phénomène de groupe va en soi provoquer le miracle, ou c'est-à-dire faire croire très rapidement à la possibilité du miracle. Et c'est ainsi que Renan justifie les miracles comme une fraude sur laquelle Jésus aurait fermé les yeux, et comme un phénomène avant tout collectif, éventuellement on est proche du malentendu, quoi, quand on prend le miracle ronanien. Dans le détail, c'est évidemment plus compliqué, mais on a ce genre de choses qui se mettent en place. Et en fait, la croyance va être un phénomène qui active et le groupe et l'individu, et qui les place en interaction, et qui peut donc ensuite se cartographier, se suivre, se raconter, par le biais des métaphores morbides de la maladie. Ces métaphores morbides, elles ont elles-mêmes une longue histoire donc, politique, mais aussi de stigmatisation. C'est ce qu'étudie Suzanne Sontag dans ses 2 articles, La maladie comme métaphore, le premier sur la tuberculose, le second sur le sida. Et j'ai vu passer des témoignages Twitter qui disaient, on est dans une situation qui concrètement est plus ou moins celle de personnes déjà malades, porteuses de VIH, donc ça veut pas dire malade, ça veut dire viralement positive, sidaïste, ou qui sont déjà dans des situations de handicap, ce qui n'est pas forcément de la maladie. Parce que la frontière entre la maladie et la santé, elle est très ténue.
Ça dépend de là où on place le curseur. Et qui va placer ce curseur finalement? Le milieu médical, mais on vit avec des maladies, on vit avec des handicaps. Est-ce que la santé, c'est vivre sans aucune contrainte? Mais dans ce cas-là, personne n'est en bonne santé. Est-ce que c'est déplacer ou vivre le mieux possible en fonction de ce que l'on a et de ce que l'on peut? Il y a quelque chose de cet ordre-là et qui va en fait redimensionner les espaces du dedans et du dehors avec cette espèce de crainte d'une frontière poreuse qui est particulièrement exacerbée en ce moment. Bon, je ne désinfecte pas mes courses, je ne peux pas désinfecter mon studio parce que je vis dans un espace qui est très petit ces temps-ci, mais bon, bah, y a quand même cette peur et d'être contaminé et de contaminer. Et de savoir après bah, que fait cette contagion, quels sont les problèmes sanitaires qu'elle pose, etc. Bon, ça, c'est des questions qui ne m'appartiennent pas. Mais en tout cas, ce qui intéresse, c'est ça. Cette espèce de passage entre le dedans et le dehors, et de voir comment les choses se retournent. Alors ça, c'est une image qui est assez topique, le retournement comme un gant. Et c'est une image qu'utilise notamment Renan pour parler de Saint Paul, et de la conversion de Paul sur la route de Damas. Donc je ne sais plus si c'est dans Saint Paul ou dans les apôtres, à la fin des apôtres, pour annoncer ensuite Saint Paul. En tout cas, on retrouve ça assez rapidement, et c'est assez étonnant parce que Philippe Cadic a repris cette image de la conversion comme gant retourné, qui est vraiment une image renanienne, hein, dans... Philippe Cadic, c'est Emmanuel Carrère dans sa biographie de Philippe Cadic. En tout cas, il y a comme ça quelque chose qui va faire que le dedans devient le dehors et le dehors devient le dedans. Et en fait, quand on se retrouve confiné à l'intérieur, ben, le dedans peut devenir un espace d'extimité. Et ça, on va le voir avec les apéros Skype, puisqu'on n'a pas accès aux terrasses, ben, on passe sur Skype. Et avec ce truc très étrange que ça semble presque normal. On le fait avec beaucoup de naturel, en fait. C'est-à-dire que nos habitudes sont quand même grandement chamboulées, mais on s'y fait. Et la fenêtre devient vraiment un espace à part entière, de frontières, avec comme ça ce moment où on va se montrer, alors bon, pas forcément, hein, enfin je vous déconseille l'exhibition, hein, mais en tout cas de frontières visibles, et qui va en fait être aussi un espace d'échange entre ce qui va être visible de l'intérieur vers l'extérieur, mais aussi de ce que l'on voit de l'extérieur à l'intérieur. Bon, pour ceux et celles qui ont des fenêtres, évidemment. Je ne vous parle pas des terrasses, et puis là, ça dépend comment c'est fait. Moi, j'habite dans un immeuble, hein, donc c'est... et j'ai pas de cour, j'ai pas de balcon, j'ai rien de tout ça, hein, donc j'ai 2 fenêtres, surtout une. Ça fait peu. Et ça, voilà, les choses, en fait, sont en train de se retourner de cette façon-là, et en même temps, elles sont en train de s'accentuer. Et ce que je disais sur la crise la semaine dernière, sur la difficulté à poser une barrière nette, enfin on n'a pas changé en fait structurellement de système, on a en fait accentué le système existant, ce qui le rend plus visible. On voit plus les violences, elles sont d'autant plus choquantes. On voit plus les inégalités au travail, on voit plus les accidents du travail. Les accidents de travail, il y en avait déjà, des violences, il y en avait déjà. Seulement là maintenant, eh ben, il y en a plus. Et on commence à les prendre en charge, violence conjugale, violence sur les enfants, je vous fais pas la liste, etc. Mais en tout cas, ça fait un effet de loupe. Et quelque chose de l'ordre de l'incubateur, si on regarde les métaphores naturalistes. Et donc, il y a quelque chose qui est en train de germer, peut-être de mûrir. Est-ce que ça va aller plus loin? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir cet effet de loupe. Et moi, cette question du dedans et du dehors m'a pas mal... Alors, m'est venue d'un commentaire qui m'a été laissé, je ne sais plus si c'est sur YouTube ou sur Facebook, mais qui m'a questionné. C'est-à-dire, bon, une des façons de vivre le confinement de façon assez positive, voire heureuse, va rejoindre ce qu'on appelle, enfin ce que Beugnot appelle le discours de la retraite, et qui est très marqué 17e, avec ce discours où on se retire du monde pour avoir un apaisement, etc. Bon, voilà, c'est un côté pascalien, très, très chrétien, mais et ce discours de la retraite, en fait, il infuse un peu partout. Et là, bon, ben, on peut vivre, enfin, j'ai vu des articles en mode les Chartreux vont nous aider à avoir, à faire du développement personnel, quoi. Vivons comme des Chartreux. Vous avez remarqué que la chartreuse de Parme, c'est une contrepétrie? Il m'a fallu du temps. Et, et ça, en même temps, mais voilà, c'est-à-dire, en fait, comment on s'adapte à la réclusion. Alors, je vois la lecture comme échappatoire, et en plus, là, je corrige mes copies, j'ai que ça. Lecture, évasion, échappatoire, etc.
Voire lecture-voyage, ce qui est une métaphore absolument discutable. Est-ce que la lecture fait voyager? Bon, je crois pas. Je pense que la lecture permet d'oublier, mais que c'est plus un rapport temporel que spatial. Même si on peut avoir après des descriptions, etc. Mais la littérature apodémique, ouais, donc la littérature de voyage, bah, c'est pas forcément une littérature euh, référentielle qui fait référence au monde. Enfin, et puis après, on peut voyager dans des mondes qu'on connaît pas, etc. Mais enfin, ce sont des métaphores que je trouve très discutables. En tout cas, moi, je vois pas tellement... ça m'intéressait pas de revenir au dedans et au dehors parce que ça replace des questions spatiales sur ce qui, pour moi, devient une question surtout temporelle. Le temps n'est plus le même pour moi, la temporalité n'est plus la même. On a une espèce de sensation de suspens, de flottement, voire de lévitation, mais enfin là, faites attention à ne pas tomber, qui, en fait, est la conséquence directe de ce changement entre dedans et dehors. Quand est-ce qu'on est dedans, quand est-ce qu'on est dehors, et qu'est-ce que ça fait d'être dedans quand on ne peut plus aller dehors? Eh ben ça fait qu'on n'est plus dedans comme on était dedans avant. C'est pas qu'il n'y a plus de dehors, parce que on va quand même faire nos courses, par exemple, si on ne travaille pas ou si on ne se déplace pas pour travailler, puisque je travaille à la maison, ce qui est aussi notre problématique. Mais le dehors étant comme lui-même mis entre parenthèses, eh ben, il faut dramatiser le dedans. Et vraiment là, en discutant ou en lisant bah, des témoignages, des analyses, tout ça, je vois beaucoup de remarques sur cette temporalité qui a changé, parce qu'on n'a pas de terme, on ne sait pas quand ça va s'arrêter pour le moment, et en même temps, dans cette mise en suspens, on se retrouve à avoir des journées qui passent très vite. Enfin, on ne sent plus le temps s'écouler de la même façon quand on ne peut plus penser le dedans et le dehors de la même façon. Et il y a comme ça, en fait, ce miracle de la troisième chaussette. La chaussette, finalement, que l'on peut mettre et on retrouve dedans dehors, parce que la chaussette, c'est quand même déjà un contenant pour pied. Je vous dis pas de prendre votre pied, hein. Mais ça, c'est quand même un truc qui est intéressant de voir un contenant dans le texte de Benjamin. Et ça ressemble à quelque chose qu'on est en train de faire comme ça avec cette espèce d'exploration du dedans actuel. J'ai pas envie de parler d'introspection, de choses comme ça peut être très douloureux de se retrouver face à soi, on n'y arrive pas forcément, et bon, est-ce que c'est souhaitable? On n'est pas obligé de donner le meilleur de soi-même en période de grande angoisse, par exemple. Mais ça, c'est un truc que je trouve quand même assez intéressant. Et en tout cas, cette exploration du dedans, bah, c'est une exploration aussi du dedans des inégalités de la société. Là, il y a un article de 20 minutes qui a pas mal circulé, que j'avais fait diffuser aussi sur la page féministe que je peux gérer, qui dit que, dont les témoignages rassemblés déclarent, disent, affirment ben, que finalement, les femmes auraient plus tendance à éviter les disputes parce qu'une dispute ben, peut devenir vraiment dangereuse, ou en tout cas sacrément pour l'atmosphère. Et donc, en se taisant, vont d'autant plus se replier à l'intérieur du même dedans. Donc il y a un dedans dans le dedans, c'est le fort intérieur. Et ça, en tant que femme, c'est un truc que je sens particulièrement. Je n'ai plus aucune envie de sortir. Et je peux pas dire que le monde extérieur me fait peur, mais j'ai pas envie d'y aller. Et donc, il y a ce que je disais la semaine dernière, cette espèce de redimensionnement du monde. Je peux pas dire que les terrasses me manquent. Et je sais pas, là, si d'un seul coup, si je pouvais aller en terrasse, si je me précipiterais. Parce que j'arrive plus à l'imaginer. Et c'est ça, en fait, peut-être qui m'inquiète le plus, c'est comment ce changement de temporalité et ce changement de spatialité nous empêche de penser quelque chose d'utopique. Alors que j'ai pas envie d'y voir une opportunité ou un Kairon, etc. Mais il y a quelque chose en fait, il y a quelque chose qui risque de s'étriquer. Et de nous ramener à la famille, au foyer, et à des choses vraiment... pas seulement, en fait, je disais la semaine dernière, parce que ce sont des valeurs que l'on connaît, on a baigné, on a grandi avec ces valeurs, même si ce ne sont pas les valeurs de votre famille, ce sont des valeurs qui sont tellement présentes dans la société qu'elles nous touchent. C'est pas par hasard si les gens sont déprimés à la période de Noël. Et c'est une période où il y a un pic de suicide, parce que même si vous-même vous ne croyez pas à Noël, on vous serigne tellement qu'il faut y croire que ça vous atteint, malgré tout. C'est pour ça que nous sommes des produits sociaux et pas seulement des êtres de pure volonté. Et, et ce redimensionnement là,
qui est... Alors c'est peut-être en ça qu'on peut retomber ou rebondir sur ce que disait Froide-Vomitry dans sa tribune, mais sauf que je le verrais d'une façon très pessimiste. Ce n'est pas que on va avoir une masculinisation ou davantage d'hommes qui ont participé aux tâches ménagères, encore que c'est possible, mais a priori plutôt moins. Enfin voilà, on fera des stats, hein, faut pas s'inquiéter, on saura. Et puis de toute façon, on sait déjà et on voit. Mais ce qu'on risque d'avoir, c'est en fait cette réduction du monde. Et, et ça, je le constate aussi par la réduction des échanges que l'on a en ligne généralement et que mes contacts ont l'air aussi d'avoir et je vois passer moins de posts Facebook, enfin, il y a quelque chose qui se réduit là. Et c'est la peau de chagrin. Et peut-être qu'on est en train de vivre dans une peau de chagrin. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? On revient à Benjamin. Parce que on se rappelle que dans les décombres de l'histoire, dans la catastrophe de l'histoire, l'amoncellement de ruines que l'on voit quand on se tourne vers le passé, je vous rappelle que tout document de culture est en même temps un document de barbarie, puisque lui a surnagé quand les autres ont péri, ont été détruits. Il reste comme ça quelque chose de l'ordre de l'archive rescapée, et de l'archive à faire pour un autre monde, et à repenser. Et donc il faut peut-être prendre vraiment en compte ce que fait l'angoisse. L'angoisse, ça sert, ça oppresse, avant d'opprimer structurellement, et pas forcément se tourner vers la lecture ou l'écriture, on n'en est pas toutes et tous capables, mais au moins peut-être regarder de face ce qui est en train de nous réduire à peau de chagrin. Et la peau elle-même, elle fait jouer le dedans et le dehors. Je vous dis à bientôt.